L'histoire que vous allez entendre est un récit sur les liens familiaux, ces fils invisibles qui nous unissent mais qui, parfois, peuvent se transformer en chaînes étouffantes. C'est l'histoire d'une femme qui, pendant des années, a soutenu les siens sans compter, sans jamais réaliser que sa générosité était devenue, aux yeux de sa propre famille, une simple évidence, une ressource naturelle inépuisable. Parfois, une seule phrase prononcée au détour d'un appel téléphonique suffit à briser le miroir des illusions, à changer le cours d'une vie entière. Parfois, une décision radicale est nécessaire pour ouvrir les yeux sur une vérité que l'on préférait ignorer. Voici l'histoire de Sophia, une femme qui a entendu des mots qu'aucune fille ne devrait jamais entendre de la bouche de sa mère. Avant de commencer ce récit bouleversant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de nous dire en commentaire depuis quel endroit du monde vous nous écoutez. Varsovie, un mercredi à 18h30. Derrière les immenses baies vitrées de mon bureau, la capitale polonaise commençait à se parer de ses habits de nuit, illuminés par des milliers de points scintillants. Les employés quittaient les tours de verre pour retrouver la chaleur de leur foyer, leur famille, la promesse d'un dîner paisible. Moi, je restais assise devant mon bureau en cuir, perdue dans les dossiers d'un nouveau projet financier, quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Le nom « Maman » s'est affiché sur l'écran. J'ai souri instinctivement, sentant une bouffée de tendresse m'envahir. Ma mère appelait rarement sans raison précise, généralement pour me demander un conseil ou pour partager une nouvelle d'importance. « Allô, Sophia, ma chérie ?» Sa voix a résonné, mais elle me semblait différente, teintée d'une hésitation inhabituelle, comme si elle cherchait ses mots dans un labyrinthe de pensées. « Bonsoir maman, comment vas-tu? Tout se passe bien à la maison ?» ai-je demandé en mettant de côté mes documents de travail. Un silence pesant s'est installé à l'autre bout du fil, troublé seulement par quelques bruits de fond, comme si quelqu'un d'autre se trouvait dans la pièce. Maman a pris une profonde inspiration, un souffle chargé d'une gravité qui m'a immédiatement inquiétée. « Sophia, nous devons discuter sérieusement du mariage de Natalia », a-t-elle fini par lâcher d'une voix étrangement monocorde, presque préparée. « Bien sûr, je t'écoute. J'ai déjà choisi ma robe pour le grand jour, je voulais d'ailleurs t'envoyer une photo demain pour avoir ton avis, ai-je répondu avec un enthousiasme sincère. J'étais véritablement impatiente de célébrer l'union de ma petite sœur, que j'avais toujours protégée, gâtée. Mais maman a marqué une nouvelle pause, plus longue cette fois, qui a fait battre mon cœur un peu plus vite. Justement, c'est à ce sujet que je t'appelle. Sophia, je te demande de ne pas venir au mariage. Ces mots ont été comme un seau d'eau glacée jeté sur mon visage en plein hiver. Pendant quelques secondes, l'air a manqué à mes poumons, je suis restée incapable de formuler la moindre pensée cohérente. Pardon? Je n'ai pas dû bien comprendre? Ai-je fini par balbutier, la voix tremblante. Tu sais comment c'est. Natalia veut que cette journée soit parfaite, sans aucun drame, sans aucune tension inutile. Il sera préférable pour tout le monde, pour l'harmonie de la famille, que tu restes à Varsovie ce jour-là. Maman parlait vite, ses phrases se bousculant comme si elle voulait clore cette conversation le plus rapidement possible. Et c'est alors que j'ai entendu ce son qui m'a transpercé le cœur, un rire cristallin en arrière-plan. C'était le rire de Natalia, un rire léger, dépourvu de tout remords, comme si elle venait d'assister à une scène de comédie. « Natalia est avec toi ?» ai-je demandé d'un ton glacial. « Oui, elle est ici, nous finalisons les derniers détails de la réception », a répondu maman sans la moindre hésitation. « Et elle sait que tu m'appelles pour me dire ça? Que vous me bannissez de son mariage. » Sophia, ne complique pas les choses, je t'en prie. C'est une décision collective, nous pensons tous que c'est mieux pour le bien de la famille. Le bien de la famille? J'ai répété ces mots dans ma tête, ils me semblaient vides de sens, dénués de toute humanité. Je suis restée assise dans mon fauteuil de directrice financière, contemplant la vue imprenable sur le centre de Varsovie, mais je ne voyais que le mépris. Depuis 8 ans, j'avais gravi les échelons un à un, sacrifiant mes week-ends, mes vacances, ma vie personnelle pour construire ma carrière dans ce cabinet de conseil. J'avais fait tout cela pour me mettre à l'abri, mais aussi pour subvenir aux besoins de mes parents, de ma sœur, sans jamais leur faire sentir le poids de mes sacrifices. Maman, je te rappelle que c'est moi qui finance l'intégralité de ce mariage, ai-je déclaré lentement, sentant une colère sourde monter en moi. Nous le savons, Sophia, nous t'en sommes extrêmement reconnaissants, crois-le bien. Mais cela ne signifie pas que ta présence physique soit indispensable pour que la fête soit réussie.
Ces paroles se sont plantées dans mon cœur comme des lames acérées, brûlantes d'ingratitude. Un excellent choix, maman. Dans ce cas, puisque ma présence n'est pas souhaitée, mes paiements ne le seront plus non plus. À partir de cette seconde, je coupe tous les fonds destinés au mariage de Natalia. Le silence qui a suivi était si profond que j'ai cru un instant que la communication avait été coupée par un incident technique. Sophia, qu'est-ce que tu racontes? La voix de ma mère était soudainement empreinte d'une panique mal dissimulée. Je suis très sérieuse. Si je ne suis pas la bienvenue à une fête que je finance de A à Z, alors il est logique que mon capital se retire de l'équation. Il n'y aura plus de virement pour la salle de bal, plus un centime pour le traiteur, la robe de mariée ou l'orchestre. Débrouillez-vous. Ne sois pas puérile, Sophia, s'est écriée maman, perdant son calme olympien. Puérile? J'ai 30 ans, maman. Depuis 5 ans, j'ai payé la rénovation de votre maison, j'ai financé les études de Natalia, j'ai acheté les médicaments de grand-mère. J'ai soutenu papa quand son entreprise battait de l'aile. Combien de fois ai-je renfloué vos comptes avant la fin du mois? J'ai arrêté de compter. Natalia a alors arraché le téléphone des mains de notre mère, sa voix saturée d'irritation, d'arrogance. Sophia, c'est moi. Arrête de faire ton cinéma, de tout ramener à l'argent. Nous voulons juste une journée paisible, sans ton regard de juge sur nous. Tu nous fais toujours sentir que nous te sommes redevables, j'en ai assez. Je t'ai logé, nourri, payé tes livres pendant 4 ans pour que tu puisses étudier sans travailler, Natalia. C'est cela que tu appelles être un juge? Exactement. Ton attitude de sainte nous étouffe. Tu penses que tout s'achète avec tes euros. Très bien, Natalia. Puisque mon argent te pèse tant, je vais te soulager de ce fardeau. Les 40 000 euros que je devais verser le mois prochain resteront sur mon compte. Les 80 000 euros déjà investis sont perdus pour moi, mais le reste de la fête est à ta charge. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répliquer, mes mains tremblant de rage, de tristesse. Je me suis effondré sur mon bureau, cachant mon visage dans mes mains, incapable de contenir mes larmes plus longtemps. Ma propre famille venait de me rejeter comme un objet usagé après avoir vidé mes poches pendant des années. Le lendemain, je suis arrivé au bureau très tôt, n'ayant pas fermé l'œil de la nuit, l'esprit hanté par le rire de ma sœur. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai commencé à répertorier scrupuleusement chaque dépense effectuée pour ma famille depuis 5 ans. Le résultat final m'a glacé. J'avais dépensé plus de 280 000 euros en aides diverses, incluant la rénovation de la maison, les études de Natalia. En regardant ce chiffre s'afficher sur mon écran, j'ai ressenti un immense vide. Avec cette somme, j'aurais pu m'acheter un appartement de luxe à Varsovie, voyager autour du monde ou investir massivement dans mon propre futur. Au lieu de cela, cet argent avait servi à financer l'ingratitude de ceux que j'aimais le plus. J'ai rallumé mon téléphone, une cascade de messages a immédiatement envahi mon écran. Maman me suppliait de répondre, Natalia hurlait son désespoir, mon père, Antoine, m'envoyait des messages vocaux chargés d'une colère sourde. Sophia, tu ne peux pas nous faire ça. Natalia est en pleine crise d'hystérie, la salle de bal va annuler la réservation. Je l'ai tous ignoré. J'ai appelé la salle de réception, le traiteur, le fleuriste, le photographe. Pour chaque prestataire, j'ai répété la même phrase. Je souhaite annuler tous mes futurs paiements liés à cette réservation. Veuillez rembourser ce qui est possible sur mon compte. La sensation de libération qui m'a envahi était indescriptible. C'était comme si un poids de plusieurs tonnes venait de s'évanouir de mes épaules. L'après-midi même, mon père m'a rappelé. J'ai fini par décrocher. Sophia, ta mère ne cesse de pleurer depuis hier. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu ruines le rêve de toute une vie pour Natalia. Natalia a ri de mon bannissement, papa. Elle a ri pendant que maman me demandait de ne pas venir à son mariage. C'est elle qui a ruiné son propre rêve par son arrogance. Les jours suivants ont été un véritable test pour ma santé mentale. Toute la famille s'était liguée contre moi, me traitant de monstre de cœur de pierre. Ma tante Valérie, ma grand-mère m'appelait pour me faire culpabiliser au nom de l'honneur de la lignée. Mais je n'avais plus de lignée à cet instant, seulement une meute de créanciers déguisés en parents. Ma meilleure amie Caroline est venue me voir un soir dans mon appartement de Varsovie, m'apportant une bouteille de vin, son soutien indéfectible. Sophia, il t'utilise comme un distributeur automatique depuis trop longtemps. Il est temps que tu te choisisses toi-même. Pars loin d'ici quelque temps.
L'idée a fait son chemin dans mon esprit comme une graine d'espoir au milieu d'un champ de ruines. J'ai décidé de prendre un congé sabbatique de 2 mois, une décision que mon patron, Monsieur Nowak, a acceptée avec une bienveillance inattendue. Sophia, vous travaillez trop. Vous vous perdez dans ces chiffres. Partez découvrir le monde, ne revenez que lorsque vous aurez retrouvé votre éclat, m'a-t-il dit. J'ai choisi le Portugal. J'avais toujours été attiré par l'immensité de l'Atlantique, par la lumière dorée de Lisbonne, la mélancolie du fado. J'ai bouclé mes valises avec un sentiment de renaissance. À Lisbonne, j'ai appris que le silence pouvait être une mélodie magnifique. Je passais mes journées à errer dans les ruelles de l'Alfama, à visiter des musées, à manger dans de petits établissements locaux où personne ne connaissait mon nom. Un soir, j'ai rencontré Maria, une libraire d'un certain âge qui semblait lire dans les âmes comme dans ses livres anciens. Le bonheur n'est pas une destination, c'est le courage de marcher sur son propre chemin, même quand il est solitaire, m'a-t-elle confié autour d'un verre de Porto. Ces mots sont restés gravés en moi. J'ai réalisé que j'avais passé ma vie à essayer d'acheter l'amour de ma famille, oubliant que l'amour ne se négocie pas. Après Lisbonne, je suis descendu vers le sud, dans la région de l'Algarve. C'est là, face aux falaises dorées de Lagos, que j'ai véritablement retrouvé mon équilibre. Je louais un petit appartement avec vue sur la mer. Chaque matin, je marchais sur le sable frais, sentant l'écume des vagues sur mes pieds. C'est là que j'ai rencontré Teresa, une artiste peintre qui capturait l'âme de l'océan sur ses toiles depuis 40 ans. L'océan change chaque seconde, pourtant il reste lui-même. C'est la plus belle leçon de vie que je connaisse, disait-elle. Pendant ces semaines de solitude choisie, j'ai tenu un journal de bord, y consignant mes peurs, mes découvertes, mes nouveaux objectifs. Je ne voulais plus jamais être la banquière de personne. Mon retour à Varsovie, après 2 mois d'absence, a été marqué par une étrange sérénité. Je n'étais plus la Sophia soumise, généreuse d'autrefois. J'ai accepté de rencontrer Natalia, maman dans mon appartement pour une explication finale. Natalia est arrivée la première. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Son visage était marqué par l'épuisement, l'inquiétude. Sophia, je te présente mes excuses les plus sincères. Ces 2 derniers mois ont été un enfer pour moi. Paul a failli me quitter quand il a appris l'ampleur de mon ingratitude envers toi. Paul, son fiancé, était en effet un homme intègre. Il avait été choqué par le comportement de sa future épouse, l'avait contrainte à assumer ses responsabilités financières. Nous avons dû faire un mariage très modeste, dans la petite église de quartier, avec seulement 20 invités, a continué Natalia, les larmes aux yeux. J'ai compris que l'argent ne faisait pas le bonheur, mais que ton respect était bien plus précieux. Maman a également demandé pardon, avouant qu'elle s'était laissée influencer par les rumeurs de ma tante Valérie. Elle avait fini par réaliser que je n'étais pas une source de revenus, mais leur fille qui se sacrifiait. Tu es notre pilier, Sophia, nous avons failli te perdre à cause de notre égoïsme. J'ai écouté leurs paroles avec calme. J'ai accepté leurs excuses, mais j'ai maintenu mes nouvelles limites. Ma bourse était désormais fermée aux caprices familiaux. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré Thomas, un architecte passionné d'art que j'avais croisé lors d'un vernissage à Varsovie. Notre relation a commencé sous le signe de l'honnêteté et de l'indépendance. Thomas aimait Sophia pour son intelligence, sa force, non pour ce qu'elle pouvait lui offrir financièrement. Pour la première fois de ma vie, j'expérimentais une relation saine, basée sur le respect mutuel, le partage équitable. Ma carrière continuait de s'épanouir, mais je ne passais plus mes nuits au bureau. J'avais appris à dire « non » pour pouvoir enfin me dire « oui ». L'histoire de ma vie ne faisait que commencer. Cette fois, c'était moi qui en écrivais chaque chapitre, loin de l'ombre des manipulations passées. J'ai porté un dernier toast à mon appartement de Varsovie, contemplant le coucher de soleil sur la Vistule. J'avais perdu une famille toxique, mais j'avais gagné ma propre existence. La justice du destin avait fini par frapper, le silence qui régnait désormais dans ma vie était le plus beau des cadeaux. Je suis Sophia, je suis enfin libre d'aimer et d'être aimée pour ce que je suis véritablement.